Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Ça y est, on y est, 50e édition du Salon Rétromobile. Toujours un plaisir d'être de retour à Paris pour la Car Week française. Et comme chaque année, je vous propose une immersion dans les merveilleuses allées de ce salon tentaculaire. Il y en aura pour tous les goûts, pour les budgets. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et je vous propose de commencer tout de suite par le hall où on a les véhicules à moins de 30 000 €, très souvent des Youngtimers. On commence par peut-être carrément la meilleure de toutes directement, en la personne de cette Renault Fuego configuration américaine d'origine. Parce que oui, si vous ne le savez pas, Renault, ils ont vendu pendant un temps des voitures aux États-Unis. Et la Fuego en faisait partie. Donc en plus, celle-ci, c'est une turbo. Et vous voyez qu'on a pas mal de détails qui ne sont pas français, qui ne sont pas marché européen. Là, ce logo turbo, c'est pas la bonne police qu'on a connue chez nous. Les jantes, je ne pense pas que ce soit celle qu'on ait connue chez nous. On a des liserés supplémentaires sur le côté de la voiture, autour des arches de roue. Et puis cette couleur marron qui est dingue. Vous noterez aussi les catadioptres sur le côté. Et je vous montre l'arrière. Ça se voit directement qu'on n'est pas sur une Fuego européenne. Entre la petite plaque avec son éclairage de plaque spécifique, l'énorme pare-choc. À l'avant, on reconnaît immédiatement que ce n'est pas normal avec les phares avant scellés et le pare-choc plus épais pour répondre aux régulations américaines. Non mais regardez-moi cet intérieur, à quel point il est délicieux. On a des motifs losanges sur les sièges. Je ne sais même pas si ça c'était disponible en France. Différentes nuances de marron. Ça dégouline de tous les côtés, c'est fantastique. Et là voilà, sur le stand Caradisiac, vous avez de quoi comparer avec une Fuego Turbo, configuration européenne, française, etc. Franchement, elle est belle celle-là. Elle est dans un excellent état. Et le gigantesque autocollant turbo qu'on n'avait pas sur la version américaine. Et puisque nous y sommes, écoutez, on a ici une Super 5 phase 2 avec 49 000 km, première main, probablement issue d'un parking souterrain parisien étant donné son état magnifique, avec la petite plaque noire qui va bien. Le seul défaut à mon sens, c'est que c'est une boîte automatique. Je vous montre quand même son arrière, délicieux, je ne peux pas résister, notamment la plaque vendue neuve à Renault Montreuil dans le 93 et les petits autocollants d'époque qui sont encore dans un plutôt bel état. On poursuit ici avec à ma gauche une 205 Junior, à ma droite un coupé Honda Prélude et on va se concentrer un instant sur la 205 Junior dont malheureusement on ne connaîtra pas le prix puisqu'elle est déjà vendue. Là on est vendredi à l'heure où je vous fais cette vidéo. Alors on va essayer de voir son kilométrage. Écoutez, elle a 110 000 km mais elle présente très très bien pour une voiture avec ce kilométrage. Bon, elle a été bien nettoyée pour le salon bien sûr. Mais voilà, il faut croire qu'aujourd'hui elle a trouvé preneur donc on ne saura pas à combien. Là si vous êtes très pointu, presque tordu d'esprit, vous reconnaissez bien sûr le break C5 Carlson prototype, 2 exemplaires dans le monde. On le retrouve ici à la vente, petit prix en plus. Et d'autre part, autre rareté absolue, une Mondeo V6 24 soupapes phase 1. Là, on est vraiment pour l'instant sur des voitures extrêmement rares. Alors attention, celle-ci, elle est à combien? 7 890 €. Franchement, ça va, non? 2,5 litres V6, 170 chevaux, finition Ghia. Et j'aime beaucoup la phase 1 qui était un petit peu plus fade, mais j'aime bien ce regard fin. Est-ce que vous achetez? Là, dites-vous que cette Mustang, elle a 25 000 km. Donc vous avez un V8 4 litres 6 pour un tout petit kilométrage et 15 000 €. Alors certes, c'est une boîte automatique, mais franchement, ça pourrait faire un daily assez original, non? Toujours des belles couleurs sur le stand Youngtimer avec que des voitures qui fêtent leurs 30 ans. Jaguar XK8, Ferrari 550 Maranello, Mégane coupé 2 litres avec le moteur F7R de la Clio Williams, Saxo VTS juste derrière, 406 coupé ou encore 3 roadsters très désirables, Z3, SLK et Porsche Boxster dans une configuration qui me semble être celle de la présentation avec l'intérieur terracotta. C'était quand même pas gagné de se dire qu'un jour on verrait une Renault 14 dans un des halls de Rétromobile. Alors certes c'est le hall des voitures en vente mais quand même ça fait drôle. Et celle-ci c'est une GTL vert algue avec un très bel intérieur en velours gris qui a l'air super confortable. Oui, il est confortable puisque je l'ai testé cette voiture. Elle est plutôt propre, hein. Vendue 8 500 €. Et juste derrière nous avons une Renault 25 V6 turbo Baccarat vert foncé, vert Tyrol plus précisément. On la reconnaît notamment à ses jantes à rayons, très kitsch mais tellement désirable. Bon, pour le coup celle-ci elle est en vente super chère, elle est à 25 000 €. Je pense que c'est un petit peu abusé pour une R25 mais enfin bon, c'est vrai qu'elle est très belle dans cette couleur. Le charme vient beaucoup de cet intérieur couleur marron qu'ils appelaient Havane chez Renault. Là, c'est sûr, c'est un canapé des années 80. On a aussi ici, de manière très intéressante, une Fiat 125 sortie de grange avec ce qui me semble être sa plaque d'origine de l'Hérault. Et vraiment, les détails d'époque n'ont pas bougé 1 cm. L'autocollant France
Le petit garage ici à Béziers, c'est savoureux. J'ai beaucoup aimé également cette Citroën Diane, vendue quand même 20 000 €, mais c'est une phase 1 qui a moins de 100 000 km et qui est dans une absolue magnifique configuration. Blanche, capote blanche, logo doré, excellent état bien entendu. Et puis l'intérieur contrasté, typique années 70 comme ça. J'avoue que j'aime beaucoup et je fais un clin d'œil à mon père qui a failli acheter une Diane il y a une quinzaine d'années. Voilà, elle a 48 000 km d'origine, c'est vraiment pas beaucoup. Elle est très très propre et je pense pas qu'elle ait été restaurée et c'est ça qui lui donne un charme tout particulier. En plus des Diane, on n'en voit jamais dans ce coin-là du salon. Autre grande berline française de prestige, cette CX-25, mais qui a une particularité, c'est que c'est une TRD turbo. Autrement dit, c'était l'un des diesels les plus performants de son temps. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de la voir en GTI Turbo 2. Et là non, c'est une TRD et regardez l'intérieur. Intérieur d'origine cuir rouge. Là, c'est vraiment le vaisseau spatial. Qu'est-ce que vous prenez entre ça ou la R25 V6 Turbo Baccarat? Même si certes, on est essence versus diesel, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que vous choisissez? Celle-ci est un petit peu moins chère et elle est dans un très très bel état, surtout pour un diesel. J'ai un faible, je dois vous l'avouer, pour cette petite 304 qui est mignonne, qui est toute bête, toute simple comme ça avec ses jambes tôle, mais une très belle configuration, vert un peu pâle, intérieur marron années 70. En plus, elle a un petit toit ouvrant manuel et surtout, elle a seulement 22 000 km d'origine. Résultat, en vente pour 20 000 €. Autre CX, cette fois-ci, nous avons une GTI, donc retour dans les essences, et une des premières GTI de 1977. Très joli bleu pour cet exemplaire. Et alors apparemment, l'intérieur est d'origine, mais je n'avais jamais vu ce motif sur les sièges là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue à bord d'un coupé Audi GT avec ses bandes diagonales sur les sièges. Que pensez-vous de cette Nissan 300 ZX? Elle est originaire du Québec. Elle a un châssis court apparemment, mais je ne savais pas qu'il existait une version châssis long, je dois vous avouer. Et c'est surtout sa couleur, moi, qui m'attire. Un espèce de jaune, un petit peu verdâtre, très intéressant. Et bien sûr, le toit Targa T-Top, toujours aussi fabuleux sur les japonaises, qui nous permet d'admirer un intérieur dans un très bel état d'origine. Allez, on enchaîne avec une autre R25 Baccarat, mais celle-ci, ce n'est pas une V6 turbo, je crois que c'est une V6 toute simple. Elle est vendue quasiment moitié prix, donc c'est pour vous dire. Et je voulais insister sur ces jantes que je trouve magnifiques, là, un peu de turbine. Et là, nous avons un accès parfait à son intérieur avec les fauteuils marrons, le bois, le cuir étendu. Je ne savais pas qu'il y avait du cuir jusque ici sur la portière, là. Et les logos Baccarat et le pommeau en bois. Toujours aussi savoureux. Deux plaques hyper sympathiques. D'abord, plaque jaune 75 sur cette Rolls-Royce Silver Shadow. Pas d'eurobande, chiffre fin, tout ce qu'on aime. Mais surtout, une plaque de fou furieux sur cette SM. Non mais regardez-moi ça. 55 PS 66. Deux chiffres, deux lettres. Je peux mourir pour une plaque comme ça. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas le kilométrage qu'elle a, mais elle m'a l'air sacrément authentique parce qu'elle n'est pas rutilante comme si elle avait été restaurée. Magnifique. Un joli duo ici avec une 190 à droite et une W123 à gauche. J'ai un petit faible pour la config de la 190, c'est vrai, avec Jean Talus et puis intérieur beige contrasté avec son extérieur aubergine là. Bon, l'éclairage ne la met pas forcément le mieux en valeur, mais elle est magnifique. Je suis fan de ce logo, pas vous? À qui appartient-il? Bien évidemment à la mythique Golf Country. On en a vu une dans la vidéo il y a 2 semaines à la petite vente aux enchères. Et en voilà une autre dans la couleur plus traditionnelle mais très très désirable, verte comme ça là. Toujours aussi marrante, surtout que celle-ci, elle a même pas 50 000 km, 49 000 pour être précis. C'est fou non? Et là peut-être l'une des déclinaisons de CX les plus désirables, la Prestige Turbo 2 ABS avec le badge super long. Donc version rallongée de la CX avec une place aux jambes absolument folle à l'arrière. Vous voyez cet intérieur beige façon canapé de grand-mère. Et là aussi tableau de bord beige. Oh là là, j'adore celle-ci. On va voir le kilométrage. Alors 158 000 km, bon ça va encore. Et elle est à 28 000 €. J'imagine que c'est le prix à payer pour s'acheter un morceau de patrimoine français. Autre morceau de patrimoine français, ce break Renault 12. Je suis content d'en voir un. Il y en avait un à la traversée de Paris. Et bien en voici un autre. Celui-ci est absolument rutilant. Tout mignon sur ces minuscules roulettes. C'est vraiment une carrosserie vraiment très 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 typée. Vous voyez à l'intérieur le tout petit volant avec sa jante fine en bakélite et la face avant reconnaissable entre mille de la Renault 12.
qui a motorisé des millions de foyers français. Grosse rareté ici, une Peugeot 106 XSI en version spéciale Le Mans pour célébrer les victoires de Peugeot au Mans du coup. Celle-ci a sa plaque noire de l'Eure-et-Loire, elle a l'air d'être dans un excellent état et elle a été vendue, donc pareil, on ne saura pas à quel prix, mais je vous montre quand même en détail les petites jantes qui m'ont l'air d'avoir été refaites tellement elles sont propres et surtout le logo Le Mans avec la Peugeot 905. Et voilà, à l'arrière, le logo 106 Le Mans. Elle est franchement très propre, je pense que son kilométrage doit être faible. Dites-vous que j'ai failli passer à côté de la mythique Talbot Sunbeam Lotus. Je peux vous dire que c'est pas souvent qu'on en voit dans les salons. La championne du monde des rallyes 1981, si je dis pas de bêtises, ici présente avec 77 000 km. Le badge Lotus est toujours ce moteur surpuissant, 150 chevaux pour 950 kg. Un intérieur assez radical et sa déco de guerre noire, bande grise, logo Lotus, petite jante ici. C'est fou. Est-ce que vous vous souvenez de cette Citroën C6 ? C'est celle qui était passée sur la chaîne, celle de Gigi Collection que je salue et qui visiblement met en vente aujourd'hui avec son V6 Essence. Superbe C6 qui m'avait bluffé par son confort de suspension, son silence de fonctionnement, son côté flottant. La dernière grande Citroën. Et du coup, son propriétaire possédait aussi une Twingo Lecoq. Alors pour le coup, c'est pas celle qui est passée sur la chaîne, c'en est une autre, celle-ci. Et ça nous permet d'admirer son intérieur toujours aussi cossu, avec ici en plus le pommeau de levée de vitesse Lecoq, les sièges en cuir, les surpiqûres, le faux bois, tout y est. Contrairement à celle que j'avais filmée, celle-là, elle a même les grilles en aluminium d'origine. Celle-ci, messieurs, dames, celle-ci, j'en suis complètement fou amoureux. Une Z8 dans une couleur très originale. Enfin, une couleur moins vue que le gris ou le noir. Ce magnifique rouge. En plus, elle a le hardtop assorti. Elle a les clignotants orange à l'avant. Elle est sublime. Regardez, magie du montage. Là, cette fois-ci, on a accès à son moteur. Le mythique S62 de 400 chevaux. Et j'apprends juste à l'instant que la voiture affiche seulement 26 000 km. Non, je vous rassure, il n'y a pas de simple classe C exposé à Rétromobile, mais bien son dérivé complètement agressif qui a couru en DTM. La fabuleuse démesure et rareté des années 2000 comparée à l'exception, la classe absolue des années 60. Là, faut avec l'alignement est dingue. Daytona en plaque noire 75, BMW 507 rouge et puis 300 SL, mais l'une des plus brillantes que j'ai vues jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y en a probablement des dizaines d'autres, mais j'aimerais vous montrer quand même l'intérieur de celle-ci. C'est une Roadster. C'est l'une des plus belles 300 SL que j'ai vues, vraiment. Regardez tous les détails. Elle est absolument parfaite. Les jantes couleur carrosserie, ça rajoute beaucoup de charme. La mythique Bugatti Veyron dans l'une des configurations originales qui a fêté ses 20 ans. Difficile à croire parce que moi j'ai grandi avec cette voiture comme le rêve ultime. Et aujourd'hui, 20 ans, donc c'est un young timer. Je suis un fan absolu de la Ferrari 288 GTO. De toute manière, bien sûr, toute la lignée des supercars Ferrari m'émerveille. Mais je pense que dans l'ordre de rareté et donc de ce qui me touche le plus, il y a F50 en premier, 288 GTO en deuxième et F40 en troisième. Alors attention, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit, je suis fou amoureux bien sûr de la F40, mais c'est comparé aux deux autres. En tout cas, regardez les lignes de la GTO, c'est d'une sensualité, d'une agressivité. J'ai pas besoin de vous la présenter, la meilleure Ferrari de tous les temps, avec son V12 monté en position centrale, dérivé de la Formule 1, atmosphérique. Pas souvent qu'on a l'occasion de voir les entrailles d'une F50 dans leurs moindres détails comme ça. Vous noterez la suspension couchée façon compétition, tous les détails en carbone. Et vous noterez ici, c'est pas un problème de pixels sur votre écran, c'est juste qu'on voit le carbone de la carrosserie puisqu'elle est entièrement en carbone à travers la peinture. Si ça, c'est pas une œuvre d'art, regardez-moi la couleur de cette 365 GT4 BB. Alors à l'écran, elle ressort un petit peu plus jaunâtre qu'elle ne l'est en vérité parce que c'est vraiment une couleur bronze. Et là, sur les tout premiers millésimes de BB, on n'est pas sur une 512 qu'il y a sur le même stand. Là, c'est vraiment une 365. Vous voyez qu'elle a un tout petit rétroviseur. Et je ne sais pas, ce biton comme ça, là, très contrasté, noir et bronze, ça lui donne un aspect frêle. Elle est sublime. Je ne m'arrête pas souvent sur les bébés, mais alors celle-ci, elle méritait toute mon attention parce qu'elle sort du lot, quoi. Vraiment, elle sort du lot. Regardez la finesse des détails. Les 3 feux arrière rappelés par les 3 sorties d'échappement, donc 6 sorties d'échappement au total.
c'est une réussite totale. Là, je vous avoue, on a un triple combo qui me donne les larmes aux yeux. Alors, on commence avec une Aston Martin DB5. Depuis la vidéo de la traversée de Paris, j'ai bien appris ma leçon. Vous m'avez bien dit dans les commentaires que la DB5, ce sont les phares avant carénés, verte intérieure, rouge. C'est une merveille qui brille de mille feux, c'est impressionnant. Ensuite, la non moins mythique BMW M1 avec son 600 lignes de 286 chevaux, la première véritable supercar BMW qui est dans une configuration à tomber par terre tout simplement. Je vais vous la montrer vraiment sous différents angles parce que là c'est exceptionnelissime. Bleu très foncé qui tendrait presque vers le violet, ses jantes pleines, caractéristiques. Et puis elle a une forme qui est super. En fait, je me rends compte que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de voir une M1 de route d'aussi près, dans de telles conditions. Et là, c'est l'occasion pour nous. Donc vraiment, cette brochette-là, déjà, les deux pour commencer, c'est fabuleux. Et ce qui m'a toujours fasciné, même quand j'étais plus petit, c'était le double logo BMW à l'arrière. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais ça fait bien le job, quoi. BMW M1. Je vous remontre l'arrière de la DB5. Fantasmagorique. Et donc, on termine ce trio par une Mercedes 300 SL coupée dans un bleu qu'on n'a là aussi pas l'habitude de voir. Alors, les 300 SL, vous savez qu'il y en a pléthore à Rétromobile, mais j'avoue que celle-ci, je ne pouvais pas passer à côté parce qu'elle est... J'ai pas les mots, quoi. C'est merveilleux et c'est inhabituel. Et que dire de l'intérieur avec ses sièges à carreaux. Et à l'avant, c'est tout aussi fantastique. Un sans faute ce stand. Et vous voyez, au milieu d'un stand de voitures d'exception des années 30 à 60 comme celui-ci, on trouve quand même un Youngtimer. Alors, il est vrai que cette Bentley Continental T, c'est pas n'importe laquelle, loin de là, puisqu'il s'agit littéralement de l'exemplaire qui a été présenté au Salon de Genève 1996 pour introduire justement la déclinaison Continental T. Et on peut noter, parmi différentes particularités que cette voiture de folie possède, d'abord le tableau de bord en aluminium, qui est d'une beauté là aussi à tomber par terre. Je suis un grand fan de cette voiture. Et deuxièmement, le fait qu'elle ait un moteur qui soit poussé à 400 chevaux. 400 chevaux, ça commence à faire beaucoup, même si c'est une voiture qui est gigantesque, qui à mon avis doit dépasser les 2 tonnes. N'empêche que 400 chevaux à l'époque, avec presque 600 Nm de couple, ça rigolait pas. Alors cette année, la grande vente aux enchères principale qui a lieu au sein du salon, ce n'est pas Arcurial comme ça a été le cas pendant très longtemps, mais c'est Gooding. Je suis sur leur stand et je peux vous dire qu'il y a une énorme quantité de voitures. Je vous fais une petite sélection. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de tout. Alors il y a quand même beaucoup de voitures des années 60, des merveilles comme on peut voir sur les autres stands, mais il y a aussi des Youngtimers, il y a des supercars. Regardez par exemple ici, une Maserati Chamal. Ça c'est vraiment pas courant. 2 légendes d'homologation des rallyes. Alors on peut commencer par cette R5 Turbo 2. J'ai vraiment pas l'habitude d'en voir en blanc et en plus c'est blanc intégral, il n'y a pas les pare-chocs noirs. Je me pose la question de si elle n'aurait pas été entièrement repeinte, ou en tout cas si les pare-chocs n'auraient pas été repeints en plus. Et puis à droite donc la mythique Ford Escort RS Cosworth avec une plaque du 83, assez drôle. On salue nos amis varois qui pour une fois n'est pas du tout modifiée, parce qu'on en voit beaucoup des modifiés sur les rassemblements. Et celle-ci a l'air flambant neuve. Là, cet alignement de 3 Ferrari il est extrêmement solide. Et là, vous voyez, ça vous donne la différence entre plusieurs teintes de rouge. Donc ça, c'est plutôt un Rosso, je dirais Rosso Corsa classique. Tandis que là, on a un rouge un petit peu cerise, bien plus attrayant à mon goût, sur cette 512 TR, l'évolution de la Testarossa. Et ici, une fabuleuse 288 GTO. Du grand art ce design. Pininfarina, j'en suis complètement dingue. Et là, vous voyez que la vente, c'est un mélange de trucs extrêmement chers et de trucs plus accessibles, entre guillemets. 2 autres icônes du design italien des années 60-70. D'abord une Lamborghini Miura. Non mais cette voiture n'a pas pris une ride, pas une seule seconde. C'est l'un des designs les plus purs jamais exécutés. Et en fait, tout simplement, deux œuvres d'art Bertone. Donc la Miura en plus, celle-ci n'a aucun rétroviseur, donc elle est vraiment ultra fluide. Et juste derrière, Lancia Stratos en version Stradale s'il vous plaît, qui nous laisse entrevoir son moteur central. Comme promis, derrière les 2 fabuleuses pièces de Bertone, nous avons ici une Venturi 400 Trophy.
Moi, je préfère la version 400 LM puisque c'est une version de route. Là, on est sur une version de course. Mais il n'empêche que d'avoir ce genre de supercar française sur le plateau, à la hauteur de toutes les autres, c'est quelque chose. Petite Porsche 930 préparée par Roof, tout simplement. Roof BTR avec les rétro-carénés typiques tuning des années 80 et la reine Lamborghini Diablo juste derrière. Donc ça, pareil, c'est exceptionnel. En plus, celle-ci, elle a l'intérieur rouge. Alors là, on est sur une VT, donc ce sont les dernières Diablo qui ont été modifiées, bien modernisées. Quel intérieur de dingue! Et ici, la face avant, avec non plus les phares pop-up, mais les phares apparents. Alors je crois bien qu'ici, on a deux authentiques Shelby Cobra. Une, vous voyez, elle fine, elle est étroite celle-ci. Et là, on a une grosse 427 avec les ailes larges, estimée à plus d'1 million d'euros. Donc ouais, je pense bien que les deux sont des authentiques. Celle-ci, un peu plus de 900 000 euros. J'ai peut-être tendance à préférer la version aile étroite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, les deux ont une présence complètement folle, hein, c'est clair. Mais l'aile étroite, ouais, je sais pas, elle a un côté un peu frêle que j'aime beaucoup, sachant le gros V8 qu'il y a dedans. Alors, regardez l'intérieur. Ah ouais, quand même si c'est un truc réservé au circuit, j'avoue que la Ferrari FXX, ça ne laisse pas indifférent. Donc c'est une version uniquement dédiée à la piste, ultra radicale, de la déjà rarissime Ferrari Enzo. Et vous avez sa déclinaison plus moderne, sa remplaçante, la FXX-K Evo en plus ici. Et ces voitures-là font partie du programme Ferrari Corse Clienti qui permet en fait aux pilotes privés d'avoir un espèce de championnat à eux, en tout cas accès à des circuits. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur de la FXX, donc de la déclinaison Enzo. J'ai toujours adoré sur celle-ci les feux arrière remplacés par les sorties d'échappement. C'est d'un niveau d'agressivité, on n'a jamais fait mieux depuis. Et qu'est-ce que vous en dites de la couleur de cette Dino 246 GT? C'est très rafraîchissant, je trouve, par rapport au sempiternel rouge ou même gris ou bleu. Ah oui, et puis chez Gooding aussi, ils ont une Talbot Lago goutte d'eau carrossée dans les années 30. Fantastique. Je vous le dis, hein, chaque année, le meilleur stand pour moi sur Rétromobile, c'est celui de Kidston, un marchand anglais qui propose des véhicules d'un niveau vraiment exceptionnel et parfois même au-dessus des autres véhicules présentés et qui se distingue aussi par la décoration de son stand. Et l'année dernière, il nous présentait ce qui est pour moi la meilleure voiture du salon, une McLaren F1 qui était blanche à cet endroit. Et bah aujourd'hui, il y en a une nouvelle cette année, une noire. Donc ça fait peut-être la troisième McLaren F1 de route que j'ai la chance de voir en vrai. C'est toujours l'une de mes supercars préférées. Et autant vous dire que là, un exemplaire noir pailleté comme ça. Regardez les détails un peu dans le noir, c'est vraiment métallisé pailleté, c'est exceptionnel. Avec un intérieur beige. Voilà l'intérieur en question. C'est quelque chose de dingue. Je pense que je la préfère encore à la blanche. On prend le temps, hein, pour une McLaren F1 toujours, on prend le temps de voir des détails. Et cet intérieur, la complexité, c'est de l'Alcantara marron, du cuir noir, du cuir crème, bien sûr le carbone, la position centrale. Et voilà, hein, ce que je vous disais, la décoration du stand, il y a une bonne ambiance, il y a des canapés, il y a une petite mise en scène. Là par exemple, on a une Aston Martin DBS sur un décor un peu façon plage, pourquoi pas. Et toujours bien sûr des Ferrari fabuleuses comme ici cette Daytona Spider dont je ne peux pas résister à vous montrer le tableau de bord d'une beauté furieuse avec écrit fièrement Pininfarina et cette 275 bleu marine. Bon, c'est plus classique hein, parce que ça on peut en voir sur les autres stands contrairement à la McLaren F1 mais quand même, et j'ose espérer que ce sont des authentiques, en tout cas la Spider, que c'est bien une authentique et pas une coupée qui a été recarrossée, puisque Kidston nous habitue à un niveau de voiture vraiment très élevé. Et le plus dingue, c'est que cette année, on retrouve une seconde McLaren F1, tout simplement, sur leur stand. Là, ils ont fait vraiment très fort. Alors celle-ci, c'est une version GTR, donc version de course, long tail, qui a été allongée. On peut le voir très nettement ici, c'est un arrière qui est beaucoup plus long, beaucoup plus étendu que la F1 classique. La long tail a aussi existé en version de route à 2 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'aime un petit peu moins la version de course, mais n'empêche, ça reste très agressif. Et là, vous constatez qu'à l'intérieur, c'est une autre histoire, hein. Des boutons partout, du carbone partout, plus aucune décoration en cuir Alcantara. C'est la seule radicalité. Donc voilà, moi c'est pour ça, vous le savez, je ne suis pas un grand fan de voitures de course. Mais pour ceux qui adorent, et parce que quand même c'est une F1 GTR et que c'est l'une des pièces les plus sublimes de ce salon, je prends le temps de vous la montrer. Et si vous êtes amateur des années 20, années 30, nul doute que cette Hispano Suiza, l'une des marques les plus haut de gamme de l'époque,
devrait, à mon avis, vous ravir. Je ne suis pas assez calé pour me rendre compte de la folie ou non de cette voiture, mais je pense qu'on est quand même sur du très très haut niveau. Et Hispano Suiza, ce que j'adore, c'est cette espèce de logo là, ce signe ou cet oiseau art déco. J'allais quitter le stand sans même vous montrer cette Aston DB4 Zagato, alors que pareil, c'est d'un niveau de rareté ahurissant. Donc DB4, vous connaissez, mais ici recarrossé par le célèbre italien Zagato. Ça nous donne un look vraiment très très différent. On pourrait ne pas reconnaître du tout la DB4. Elle ressemble plus à une 250 GT SWB pour moi. On a le logo ici Zagato, carrossier de Milan, avec l'intérieur en caramel, on va dire, et l'arrière fabuleux de sensualité. Les doubles pots d'échappement assez espacés comme ça qui viennent répondre au double feu. Quelle merveille! En plus, elle n'a pas de pare-choc, ça lui donne un côté gracieux. Et le logo Aston Martin, comme ça, dans cette délicieuse police. Ah, c'est fou. Vous le savez, hein, j'hésite pas à vous présenter de plus en plus de modernes, mais il faut avouer que moi, je ne peux pas rester insensible au charme d'une LaFerrari Aperta, surtout pas rouge et pas de jantes noires. Alors à la vente Gooding, on a vu une 512 TR dans une sublime robe bordeaux. Eh bien, dites-vous qu'il y en a une deuxième. Sauf que celle-là, c'est encore plus fou, parce qu'elle a l'intérieur également rouge, elle est ton sur ton. Plus de précision, donc le nom de la couleur c'est Rosso Winner Metallizzato et en fait c'est une couleur unique, c'est une commande spéciale. Donc l'autre ça devait être un autre type de rouge bordeaux. Et voilà de plus près l'intérieur. Cette année on a aussi toute une rétrospective sur les mythiques BMW Art Cars. Celle-ci c'est la numéro 2 peinte par Frank Stella, une 3 litres CSL qui a été engagée au Mans. Et c'est peut-être ma préférée en fait, c'est la première que je vous montre dans l'ordre. Je pense que c'est ma préférée parce que ce côté damier là, c'est vraiment spécial. Alors que les autres, elles sont toutes un peu dans les couleurs. Alors attention, elles sont magnifiques aussi, hein. Vous voyez, celle-ci c'est superbe. Mais je sais pas, l'autre à damier là, elle me marque vraiment. Et alors je vous avoue que je connaissais pas particulièrement. Et du coup, je découvre qu'il y a vraiment de grands artistes, à l'image par exemple d'Andy Warhol, rien que ça, qui ici s'est occupé d'une M1. Et voilà, la numéro 1, peinte par Calder. Bon, c'est pas ma préférée non plus, mais elle est quand même superbe et elle fait l'affiche de Rétromobile cette année pour les 50 ans du salon. Il n'y a pas à dire, ils se sont surpassés. Au milieu des voitures entièrement restaurées dans des états complètement neufs, ça fait vraiment plaisir de voir la patine absolue de cette 250 LM, comme si elle sortait d'un circuit et qu'elle n'avait jamais été touchée depuis. J'y suis très sensible. Une alternative à la 911 Turbo, ça va être cette 996 avec un compresseur. Préparé par Roof, hein, bien sûr, ce n'est pas d'origine Porsche. Le préparateur mythique qui lui donne aussi un look beaucoup plus agressif avec ce pare-choc avant à large entrée d'air, toute fonctionnelle bien entendu, et puis les iconiques jantes 5 branches Roof. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la base c'est une simple Carrera, c'est pas une turbo, mais à mon avis ça doit quand même bien se déplacer. Hein. Que pensez-vous de la dernière Pagani Utopia? Je crois que c'est la première fois que j'en vois une. Et là nous avons une Testarossa Monospecchio avec plaque ancien format du 67. Ce stand, c'est l'un des plus curieux du salon. Il n'y a que 2 voitures dessus, il est très épuré, il y a beaucoup de place, il y a un piano, mais surtout, c'est un écrin qui permet d'exposer l'une des voitures les plus folles du salon, à mon sens, une Porsche 996 GT2 dans une combinaison de couleurs. Je vous laisse vous régaler, quoi, mais vert foncé, intérieur caramel avec des sièges Club Sport. Non mais regardez-moi ça, franchement. Alors la GT2, c'est peut-être ce qui se faisait de plus extrême dans la gamme Porsche à cette époque. Donc en gros, il faut retenir que c'est une version quasiment de course de la turbo. Donc elle a toujours un turbo, mais elle est allégée, bien sûr, elle est plus puissante. Elle sortait 462 chevaux à sa sortie. Et elle a un kit carrosserie vraiment évocateur. Sorties d'échappement qui font penser un peu à une GT3, un aileron unique, le logo GT2. Et donc dans celle-ci, on retrouve les baquets Club Sport qu'on pouvait avoir également dans les GT3. Sauf que les GT3, bien sûr, n'ont ni ces prises d'air latérales, ni ces jantes absolument magnifiques. Au global, c'est une voiture de rêve hyper brutale. Sur le stand Mazda, cette année, nous avons droit à la mythique 787B qui a gagné les 24 heures du Mans en 1991 et qui a prouvé que le moteur rotatif avait sa place en compétition avec ses hurlements jusqu'à 9000 tours minute. Et je vais peut-être vous étonner en vous disant ça parce qu'on n'en a jamais parlé sur la chaîne, mais je trouve que la Mazda Cosmo, c'est l'une des plus belles voitures des années 60. Tellement exotique, tellement de personnalité dans ce design.
Comme quoi les Japonais, ils n'ont pas attendu les années 80 pour nous sortir des voitures de fou. Sur le stand Peugeot, il y a une rétrospective 205 GTI et j'ai choisi de vous montrer cet exemplaire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une authentique Dima. Dima, c'était le préparateur français qui élargissait, entre guillemets, différentes Peugeot, dont bien sûr la 205 GTI, qui lui donnait un look presque de Turbo 16. Et c'est une voiture extrêmement rare, donc on ne va pas bouder notre plaisir. Alors voilà, on a des jantes spécifiques badgées Peugeot, le logo de Dima Design, et vous voyez la largeur des ailes arrière. Alors bon, bien sûr, c'est des fausses entrées d'air, puisqu'on n'a pas de moteur à l'arrière, mais n'empêche, ils sont allés loin dans le look. Et je trouve que c'est très réussi. Et puis c'est du tuning authentique, du tuning des années 80. Plus Dima, c'était du haut niveau de qualité. C'était pas un tuner parmi d'autres. Et ça donne la voiture la plus originale du stand Peugeot. Pour le reste, ce sont que, entre guillemets, des 205 GTI. Si, il y a une Turbo 16 juste à côté. Mais voilà, j'ai choisi quand même de vous montrer celle qui, à mon sens, était la plus digne d'intérêt. Quelques concept cars très savoureux sur le stand Citroën. On commence par Carine. Moi, ça m'évoque un morceau de tablette de chocolat Toblerone. Autre concept, pour le coup, que je trouve plus sympathique, la Xanae, qui préfigurait plus ou moins la Xara Picasso. Et là, on est en plein dans le design des années 90, que ce soit au niveau des formes, des couleurs avec ce verre d'eau et surtout de l'intérieur. Regardez ces sièges, c'est les motifs des vieux t-shirts, des vieilles vestes de sport des années 90. C'est superbe. Et là, on a des espèces de commandes qui sont toutes regroupées autour du volant. Assez étrange, mais j'aime bien ce concept. Et c'est un Picasso, mais qui m'a l'air plus petit que le vrai. Enfin, je la trouve presque fine. Franchement, j'aime beaucoup. Et c'est la première fois que je la vois en vrai. Ça fait plaisir de voir des concept cars issus de la collection Citroën. Et truc drôle aussi dans la Xanae, regardez, le volant, il est asymétrique. Et pour terminer, la magnifique Activa 1 plus précisément. Concept car aux lignes très tendues, lisses, longues, qui fait penser à une grande berline de luxe avec intérieur sous forme de bulle, 4 sièges bien délimités qui ont l'air super confortables. Planche de bord bien entendu hyper futuriste, il y a un écran en haut, on dirait qu'il y aurait peut-être un GPS ou quelque chose comme ça. Et j'avoue qu'on a du mal à se dire que c'est 1988, ça paraît beaucoup plus moderne, on pourrait largement se dire que ça sort des années 90. Je pense que c'est ma préférée sur le stand Citroën. Et je ne m'attendais pas à avoir ici le prototype de la toute première 2 chevaux ultra basique. Vous voyez, à la base, elle était censée être homologuée dans une catégorie où il avait besoin que d'un seul phare. Je me souviens quand j'étais enfant, j'étais fan de son côté basique absolu. Bon, bien sûr, c'est affreux, mais c'est quand même fondateur. Je sais pas vous, mais moi, je suis un grand fan de l'intérieur de cette toute première génération de Honda Prélude, avec ses sièges marron et orange, le tableau de bord marron. Elle est toute mignonne, elle est frêle, elle est petite, elle a des jantes à rayons avec le logo Honda comme ça, et elle est tellement ancienne, ou du moins entre guillemets, qu'elle est arrivée avant l'époque des phares pop-up chez les Japonais. Mon coup de cœur sur le stand Skoda cette année, c'est cette Octavia RS aux couleurs de Skoda Motorsport. J'aime beaucoup cette génération et il faudra qu'il y en ait une qui passe sur la chaîne. Si jamais vous en avez une, ça m'intéresserait vraiment. Avec son moteur turbo 180 chevaux, une personnalité quand même assez affirmée, alors même qu'on était en pleine époque et qu'on est toujours Volkswagen. Mais je trouve qu'elle se démarque bien, la Skoda Octavia RS. Et cette décoration là particulièrement, c'est très cool. Vous voyez la sortie de pot d'échappement unique comme ça, un peu hexagonale. Le logo Octavia là-bas. Il y a un vrai délire, j'aime beaucoup. Cette année, le stand Renault fait une énorme rétrospective sur la Clio. Alors, on en a déjà vu certaines puisque c'était le même thème à Époque Auto. Donc, je vais me concentrer plutôt sur les nouvelles qui n'étaient pas Époque Auto, à l'image par exemple de cette Baccara Phase 2. Alors, esthétiquement, c'est absolument magnifique. Je suis toujours d'avis que la Clio, pour moi, c'est l'une des petites populaires des années 90, les plus abouties, les plus belles, les plus confortables, les plus réussies. Même si la version Baccara n'est pas ma préférée, parce que je ne suis pas un grand fan de cuir, j'admire la couleur, évidemment l'état de conservation, mais ça c'est normal, de celle-ci, les jantes à rayons spécifiques, et surtout l'intérieur qui est parfaitement préservé. C'est rare de voir des Baccara état neuf. Et bien sûr, on a toutes les générations. Donc là, par exemple, Clio 2 RS phase 1 avec son 2 litres Atmo 172 chevaux. Pareil, état neuf, bien entendu. L'intérieur avec les sièges cuir Alcantara et ce qui est très rare là aussi, le volant en Alcantara qui n'est pas abîmé puisque celle-ci a probablement quasiment jamais roulé. Et juste à côté, la mythique mais trop chère Williams. Excusez-moi, mais sur cette Clio Maxi là, on a écrit un truc qui me vient droit au cœur. Ville de grâce, tout simplement.
là où j'ai grandi. Ah bah oui, parce que c'est normal, elle est issue du Rallye de Grasse, celle-ci. Par contre, je me suis trompé, celle-ci n'est pas une maxi, vous voyez qu'elle n'est pas élargie outre mesure. La maxi, elle est là, rassurez-vous, juste à côté. Je ne m'étais pas rendu compte de la beauté de cette 911 des premières séries, toute simple, avec les jantes comme ça, en chrome, en tôle chromée, le logo Porsche pas contrastant. Et surtout, regardez, elle a un intérieur rouge et motif pied de poule. Et le clou du spectacle pour moi, c'est le petit volant en bois comme ça. Ça lui fait un air vraiment très rétro. Bah là, on est purement dans les années 60. Je l'adore. Je sais pas, il y a un truc avec celle-ci. Je remercie Benjamin du stand Chopard qui nous a donné accès à cette véritable pépite. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une authentique Bugatti Type 35 qui est parfaitement matching numbers. Alors, ce n'est pas son premier propriétaire d'origine, bien sûr, mais vous noterez quand même qu'elle a une plaque ancien format absolument délicieuse. Et ouais, celle-ci n'a pas été restaurée. Elle a couru dans différentes courses dans les années 20, 30 et même 40. Et elle a une patine d'origine absolument superbe. Regardez l'intérieur. C'est très radical, hein. Très radical. Alors vraiment, c'est pas du tout le genre de voiture que j'ai l'habitude de voir, de connaître, etc. Mais lorsqu'on se fait expliquer que celle-ci fait partie des peut-être dernières Type 35 authentiques françaises, bah, c'est vrai que ça fait quelque chose. Un petit tour sur le stand Agut qui nous présente aujourd'hui parmi toutes les beautés qu'on a l'occasion de voir chez eux. Deux qui ont retenu mon attention, c'est Lancia Delta S4 d'abord, groupe B, avec la vieille plaque turinoise qui est une véritable bombe sur roue, on peut le dire. Et pour avoir eu l'occasion d'ouvrir la porte, je peux vous dire que c'est extrêmement léger et donc ça fait très peur, sachant la puissance qu'elle développe. Et rappelons que cette voiture a à la fois un turbo et un compresseur en même temps. Voilà, ambiance. On est à, je pense, 500-600 chevaux, facile. Et ensuite, deuxième, une Lancia Stratos qui est dans les mains du même propriétaire depuis près de 40 ans. Alors, c'est pas sa couleur d'origine, on m'a expliqué, mais n'empêche que Stratos en version Stradale, donc cette fois-ci une version de route, ça fait un effet, hein. Je peux vous le dire, c'est en vrai comme ça, c'est une voiture très intimidante. Les deux là dans le même plan, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon bah Agut nous ont aussi gentiment ouvert la porte de la Stratos. Un rêve, c'est waouh. Les fauteuils comme ça là, incroyable. J'ai failli la manquer au détour d'un stand, mais je l'ai vue au dernier moment. Une Audi TT Quattro Sport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait essayé cette série limitée hyper désirable sur la chaîne avec l'absence de banquette à l'arrière, siège baquet couleur carrosserie et un moteur 245 chevaux. Le tout allié à la transmission Quattro. Je me souviens que j'avais pris un plaisir fou derrière son volant. La petite passion plaque qui va bien sur cette série 8. Cette année, on a droit aussi à une superbe rétrospective rallye. Alors, c'est pas spécifiquement groupe B. Là, par exemple, c'est une Audi Quattro A1. Et on a également ici une Fiat 131 Abarth avec la mythique déco Alitalia que j'aime tellement. Que serait une rétrospective rallye sans la présence d'une Lancia Stratos ? Avec en plus celle-ci des plaques ancien format italien turinoise. Bon, rassurez-vous, on a quand même du groupe B, hein, bien sûr, avec ici la Lancia 037, la dernière qui a su montrer la domination de la propulsion arrière face au Quattro Audi, avant que malheureusement toute la transmission intégrale se généralise à l'intégralité du championnat. Et cette plaque de folie avec échappement central, à votre avis, à qui appartient-elle ? Et oui, bien sûr. Que serait, pareil, une exposition rallye sans la présence d'une 205 Turbo 16 ? Alors celle-ci, c'est pas la version la plus évoluée, c'est pas une Evo 2 avec l'énorme aileron. Elle n'a pas non plus les ailettes ultra larges à l'avant, mais elle reste quand même vachement bodybuildée. Cette année, on a aussi un nouveau salon supplémentaire, c'est le Ultimate Supercar Garage. Alors je ne vais pas y passer trop de temps parce que c'est beaucoup de voitures modernes, hein, des supercars. Et je sais que ce n'est pas forcément votre tasse de thé, mais moi j'adore ça. Et j'aimerais quand même vous montrer certaines d'entre elles. Notamment celle-ci, la Bugatti FKP Hommage, qui est un hommage, comme son nom l'indique, en version unique. Donc une carrosserie sur mesure qui rappelle, avec un design subtilement modernisé, la Bugatti Veyron originelle, qui est juste à côté, et il y en a plus qu'une sur le stand. L'objectif, c'est de réactualiser ces lignes de manière subtile pour un client privé. Et je trouve, honnêtement, pour l'avoir en vrai ici, que c'est vraiment très réussi. Alors qu'au début, en photo, j'étais un petit peu sceptique. Et voilà, pour comparer, vous avez l'originelle
en couleur noire et rouge juste à côté. Et si je devais en retenir une qui est présente sur ce salon, c'est celle-ci, une Grand Sport Vitesse aux couleurs rouge et blanche, couleur de Monaco tout simplement. C'est une voiture qui a longtemps résidé dans la principauté et que j'ai toujours ratée malgré mes très nombreux week-ends passés à Monaco. Et donc enfin, cette fois-ci, 10 ans après ma carrière de chasseur de supercars entre guillemets, je vois cette Grand Sport Vitesse qui a une configuration hors du commun. Je suis très content. Et sur le stand Pagani, la Zonda HP Barchetta, donc c'est une Zonda dont le toit a été découpé, elle a presque pas de pare-brise, c'est assez perturbant. Je suis pas un grand fan, mais bon. Et par contre, cette sublime Huayra Roadster, elle a une configuration à tomber par terre, jantes chrome, carbone bleu. Regardez tous les détails. Bon, c'est Pagani, on a l'habitude de ce genre de dinguerie. Et l'intérieur, caramel, fantastique. On a aussi ces deux belles blanches dans un petit coin du salon. 512 TR, blanche intérieur rouge et Countach, blanche intérieur rouge. Elle aussi, vous choisissez laquelle des deux. Moi je pense que dans ce cas-là précis, dans cette configuration, pour moi ce sera la Countach sans hésiter. Et c'est ici, sur le stand de Kidston, le meilleur stand du salon, entouré une dernière fois des sublimes beautés des années 60 principalement, que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette plongée à Rétromobile vous aura plu. Comme chaque année, on en a pris plein les yeux, c'était exceptionnel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!